BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. On est à un quart d'heure de la clôture des marchés en Europe et on se dirige vers une fin de séance qui marquera une respiration pour les indices européens qui ont accumulé 5-6 séances de hausse consécutives. On est revenu sur les plus hauts d'un peu plus d'un an quand on prend différents indices en Europe. Le CAC pour l'instant autour de 4900 points en baisse de 0,6%. Et puis Wall Street qui respire également. On pourra retrouver Sabrina d'ici un quart d'heure pour faire un point sur l'évolution des marchés américains. Deux invités avec nous jusqu'à 18h en plateau pour commenter l'actualité du jour sur les marchés. Eric Lewin, responsable de la partie action au publication Agora, et Jean-Jacques Oana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management. On pourra revenir sur les stats, sur les banques centrales, le dollar, mais un mot quand même des résultats d'entreprise, puisqu'on est en pleine période de publication et que les grands noms du CAC publient les uns après les autres. On a la moitié, c'est ça grosso modo, du CAC qui a publié. Eric, tout à l'heure, Valéo, vous nous disiez prise de profit sur un titre qui a un groupe qui a très bien publié un titre qui était encore sur des plus hauts très récemment. Juste peut-être quand même quelques histoires spécifiques aujourd'hui. Je vois du Schneider, moins 4, moins 4,5. Est-ce qu'il y a un problème dans la publication de Schneider qui justifie cette petite sanction, on va dire? Bon, écoutez, la rentabilité opérationnelle est plutôt bonne. Je crois qu'on est à 14,1 sur 2016. Ils auront peut-être un problème de matières premières cette année. Les matières ont augmenté, que ce soit le cuivre, l'argent, le plomb, ça pourrait gréver de l'ordre de 200 millions d'euros. Et les prévisions sont un petit peu prudentes. On va avoir entre plus 1 et plus 3% en termes de chiffre d'affaires. Donc, ça déçoit un peu les investisseurs. Mais là encore, plus 37% en un an sur Schneider. Et ça vaut 20 fois les bénéfices. Ouais. Donc, franchement, ce genre de valeur dans une économie exceptionnelle, on peut payer ça quoi, 22, 23 fois. Mais vu la performance, c'est tout à fait logique que l'action perde 2,5%. Alors que faut-il faire sur ce genre de titre? Je pense qu'on peut aller un petit peu plus haut, mais là aussi, de même qu'il faut respirer sur le CAC 40, il faut respirer sur certaines valeurs. Ça, c'est pas, oui, typiquement, c'est pas le genre de dossier qui vous excite beaucoup aujourd'hui. Pas trop, non, parce que Schneider, Valeo sont des valeurs à leur prix. Par contre, j'aime beaucoup, je fais une tranche. Juste à moins encore, non, mais non, attendez, on n'a pas fini. Schneider, les matières premières, enfin, je veux dire, c'est pas un problème juste pour Schneider. On va avoir de plus en plus de groupes, là, qui vont nous communiquer sur la hausse parce qu'on s'est tous félicités de la reprise des matières premières et ça a été le démarrage de cette idée qu'on n'était pas dans la déflation finalement, mais qu'on avait vers peut-être cette thématique de la reflation. Et puis maintenant, on s'aperçoit au bout d'un an de reprise des matières premières que, ah bah oui, ça coûte de l'argent, c'est des inputs, c'est des entrants pour ces entreprises. Donc ça va être quoi, un discours un peu généralisé? Oui, vu l'envolée du cuivre, du plomb, de l'argent, de l'acier, il est évident qu'il y aura un discours sur les matières premières. Il faut s'attendre à ce que certaines sociétés aient des marges. Qui ne seront pas capables de les répercuter, ces coûts, parce que ça va être la question, en fait. Tout l'enjeu, il va être là. La problématique, c'est toute l'histoire du pricing power. Est-ce qu'on est capable, quand on a une hausse des matières premières, de les répercuter? C'est pas évident. Dans le cas de Schneider, c'est quand même pas dramatique, cette hausse de 200 millions d'euros. Ah ouais. Mais il faut louer le groupe quand même d'en avoir parlé. Bon, Schneider, effectivement, et c'est intéressant, et on avait vu sur les questions de pricing power, Michelin qui avait passé, lui, des hausses de prix, comme d'autres pneumaticiens, notamment sur le marché américain ou sur le marché européen. Oui, la question des matières premières, ça va devenir un sujet microéconomique à un moment. Ça fait partie de ces planètes qui sont moins alignées pour des entreprises qui sont très consommatrices de matières premières, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de positif de voir ces matières premières, pas juste le pétrole, hein, mais Eric l'a très bien dit, les métaux industriels qui sont enfin au cœur de la croissance, on va dire, de voir ces prix qui se sont reflatés de manière spectaculaire. Alors, il y a deux choses. Il y a des enjeux microéconomiques qui sont spécifiques, on peut dire idiosyncratiques, à chacune des sociétés. Et puis, il y a un enjeu macroéconomique, en réalité, c'est la reprise mondiale, le cycle de reprise. Et finalement, le cuivre et d'autres métaux de base, comme le zinc, comme l'aluminium, finalement incarnent cette reprise du cycle mondial dont la Chine est en pointe. Et globalement, c'est meilleur pour les indices, ça, il n'y a pas de sujet, que les indices, que les matières premières montent. Alors, individuellement, il y a des perdants, mais il y aura d'autres gagnants, et le monde se porte mieux quand les matières premières montent, tout simplement parce que la croissance est meilleure. C'est pas les matières premières, parce qu'en en économie, on regarde souvent les causes de certains effets qu'on isole. Mais en réalité, il faut regarder la cause globale. Si le cuivre monte, c'est que l'ensemble va mieux. Et donc, il y a plus de croissance, il y a plus d'investissement. La Chine va mieux, et la Chine, c'est aussi un marché de débouchés pour de nombreuses sociétés, notamment exportatrices, même européennes. Et donc, c'est clairement mieux que les matières premières se portent bien. Il y a encore une divergence au sein des matières premières. Par exemple, le meilleur secteur sur le stock 600 depuis le début de l'année, ressources de base, plus 13%. Le pire secteur, pétrole et gaz. Pétrole.
Comment on l'explique? Donc voilà. Donc une divergence très forte. Deux secteurs qui évoluaient, allez, on va dire de concert en 2016. Alors, je crois que les ressources de base étaient très en avance malgré tout, mais on mettait un peu ensemble ces matières premières énergétiques au sens large, métaux industriels et les matières premières énergétiques, pétrole et gaz. Pourquoi on a cette divergence là depuis quelques semaines, depuis le début de l'année? Ce qu'on a comme divergence, c'est que d'abord on n'a pas la même structure de hausse de prix sur le pétrole et sur les métaux de base. Ouais. Le pétrole, il y a eu quand même une surprise positive de l'OPEP, donc on a eu une réduction de production de 2 millions de barils par jour, mais globalement, je n'ai pas d'explication particulière aujourd'hui sur la baisse des pétrolières. Je pense que je suis toujours constructif sur les pétrolières, tant aux États-Unis qu'en Europe. Mais cette divergence illustre bien ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir qu'on a un thème risk-on, mais il y a de la disparité et donc il faut avoir un portefeuille diversifié parce que ces thématiques vont prendre le relais des unes des autres. Il est très possible qu'on ait exagéré à court terme sur les ressources de base, qu'on consolide et que les pétrolières prennent le relais dans les prochaines semaines. Bon, voilà, ces matières premières. Alors le pétrole qui ne fait pas grand-chose aujourd'hui, mais juste pour redonner, parce que c'est vrai qu'on en parle moins du pétrole, puisque les choses se sont mises en place, l'accord est respecté à 90%, l'accord de l'OPEP, non-OPEP pour une réduction de la production. Le Brent est toujours autour de $55 cet après-midi, le baril de brut léger autour de 52-53 $. Un autre dossier peut-être qui fait l'actualité, Eric Lewin, c'est à l'inverse de Schneider, Capgemini qui se distingue sur sa publication. C'est du plus 3% quasiment à l'arrivée ce soir pour Capgemini. Alors, Capgemini avait acheté il y a 2 ans une société qui s'appelait Highgate, aux États-Unis. Ils avaient payé 4 milliards, si je me rappelle bien. Et les gens s'étaient dit, oh là là, et si c'était dilutif? Et s'il y avait de la destruction de croissance? Donc ça, c'est l'exemple type d'une société qui a réussi finalement son intégration. On avait 10,6% de rentabilité l'année dernière, on a 11,5%. Il faut pas oublier quand même qu'on est dans le secteur informatique, hein. On n'est pas dans l'éditeur de logiciels, avec une bonne digestion d'Highgate et surtout un titre qui n'est pas encore très cher. On doit valoir autour de 12-13 fois les bénéfices et un titre qui n'a gagné que 15% sur un an. Donc Capgemini, c'est vraiment l'exemple de dossier, non seulement qui n'est pas très cher, qui a réussi ses synergies aux États-Unis, qui bosse sur la transformation numérique. Vous savez qu'on estime qu'entre 30 et 35% des sociétés françaises sont dans la transformation numérique, donc il reste 65% du boulot à faire. Et donc Capgemini, c'est le très bon exemple d'une société qui pourrait encore progresser. Moi, je pense qu'on peut aller voir 100 € sur Capgemini. C'est ma valeur, j'ai pas envie de dire préférée, mais c'est l'une des valeurs. Une conviction que vous avez? C'est une grosse conviction que j'ai dans le secteur, de même que j'ai une grosse conviction sur Soprasteria, qui s'en est bien sorti avec tous les problèmes en Angleterre. Moi, je pense que cette année, que ce soit les petites valeurs, les moyennes valeurs, les grandes valeurs, il faut toujours jouer ce secteur informatique parce qu'on ne parle que de digitalisation, de numérisation et que les gros groupes notamment sont bien placés. Sur les petites sociétés, il y aura beaucoup d'adessements, il y aura beaucoup d'OPA, mais ça c'est un autre débat. Ouais, mais on en parle régulièrement avec vous, cette thématique de la digitalisation, de la numérisation. Enfin, Capgemini, si vous visez 100, oui, ça fait encore 25-30% de potentiel d'appréciation puisqu'on est autour de 80 € ce soir, un peu plus, 80 € pour les titres Capgemini, plus 3%. Ça rejoint aussi un petit peu, cette thématique du numérique, de la technologie. C'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, Jean-Jacques. Depuis le début de l'année, on a un espèce de retournement entre les valeurs très industrielles. On regarde des indices comme le Dow Transport aux États-Unis, par exemple, et puis le Nasdaq Composite qui représente, encore, même si c'est de plus en plus symbolique, mais qui représente, oui, encore l'univers de la technologie, cet univers du numérique, de la croissance, qui reprend un peu de poil de la bête. Alors oui, je dirais que même en réalité, l'indice qui se traite le plus aux États-Unis, c'est le Nasdaq 100. Ouais. Le Nasdaq 100, évidemment, ce sont les grands leaders mondiaux de la technologie, donc un secteur très différent de la technologie en Europe, puisque la technologie en Europe a une pondération malheureusement qui est très faible. Mais ici, on se retrouve donc très rapidement en face des GAFA, des Google, Amazon, Facebook, Apple. Et force est de constater que ce sont toujours des grands leaders. Après Trump, évidemment, ils sont challengés, leur modèle de mondialisation est challengé, mais aujourd'hui, ils génèrent énormément de cash flow. Leur valorisation... Juste pour rappeler, ce sont les valeurs qu'on a vendues pour faire à un moment de la place dans les portefeuilles, pour aller acheter justement les ressources de base, tout ce qui était par terre, à terre depuis des années. Mais maintenant, on se remet à racheter ces valeurs-là, ces vedettes. Mais en fait, elles sont incontournables dans un portefeuille, et depuis très longtemps. Parce que ces leaders, aujourd'hui, finalement, par rapport aux bénéfices et au cash flow qu'ils génèrent, ne se payent pas si cher que ça. Et c'est notamment le cas pour Apple. En plus, il y a des perspectives de rapatriement du cash qui est à l'extérieur des États-Unis aujourd'hui avec Trump. Bon, maintenant, on attend de voir ce qui va en être précisément. Et d'autre part, on voit aussi que pour certaines d'entre elles, notamment pour Google, pour Amazon,
on a de la croissance. Et pour des sociétés comme Google, la croissance ne se paye pas si cher que ça. Je pourrais même rajouter Facebook aussi a de la croissance. Donc en réalité aujourd'hui, ce sont quand même les leaders de l'innovation technologique dans le monde, et on a cette capacité aujourd'hui d'avoir accès aux leaders de l'innovation pour finalement des montants de valorisation qui sont pas si élevés par rapport au cash flow généré. Et on s'aperçoit que ce sont des incontournables dans les portefeuilles. Cette année, on est à plus de 8% de hausse sur le Nasdaq. C'est considérable, encore une fois. Un mot, alors je sais que c'est de l'actualité un peu immédiate et vous n'avez pas forcément regardé dans le détail, mais Snap qui va rentrer en bourse, donc la maison mère de Snapchat, on voit une valorisation qui n'arrête pas de reculer. On était sur l'idée que ça pouvait valoir jusqu'à peut-être 22 milliards de dollars, et puis là, dans la fourchette, dans les documents qu'ils ont déposés auprès de la SEC, l'autorité de marché aux États-Unis, la valorisation max, ce sera plutôt 18,5 milliards de dollars. Donc on a quand même quelque chose de très prudent dans le chiffrage. Même à ce niveau-là, ça vous paraît trop cher déjà, Eric? Sans prendre la parole à la place de Jean-Jacques, ils font quand même 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Ils perdent 325 millions de dollars. Ça fait 40 fois le chiffre d'affaires. La société a dit dans son document de référence qu'elle ne serait sans doute jamais rentable et il n'y aura pas de droit de vote. Donc moi je veux bien qu'on m'éclipse ce qu'on veut, mais enfin franchement une valorisation de 18 milliards ou 19 milliards, moi ça me fait un petit peu transpirer. Alors il fait pas assez chaud dans le studio, mais franchement, pour vous il y a un risque de gadin Je pense pas, parce que sur l'ensemble de ces titres, il y a toujours des investisseurs américains qui achètent. On avait même les banques derrière qui soutiennent. Les banques derrière qui soutiennent, les grandes banques. On a eu ça sur Twitter aussi, alors que c'est un gadin maintenant. Je ne dis pas que dans un an ça sera pas un gadin. Je pense que l'opération va bien se dérouler. Simplement, ça sera un signal de confiance pour tout le private equity qu'on veut mettre en bourse, le Airbnb. Et bien sûr le fameux Uber et ses 70 milliards de dollars de valorisation. Le secteur et les licornes ont besoin de ce signal. Tout le monde en a besoin, donc oui, ça va bien se passer. Ou en tout cas, on fera en sorte que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien. On baissera 18 milliards s'il le faut. Il faut que ce genre d'opération se passe bien. Juste un bémol par rapport à ce que disait Jean-Jacques, sans le contredire. Moi, je trouve par exemple qu'une société comme Amazon commence à être chère. Quand vous regardez le PE d'Alibaba, on est autour de 35-40. Au niveau d'Amazon, on est autour de 80. Alors bon, je sais qu'Amazon, c'est l'avenir, je sais qu'Amazon fait des produits différents, j'ai un petit doute simplement sur le côté Amazon. Je pense qu'autour de 850 $, il devrait y avoir quelques prises de bénéfices. Mais c'est juste un avis personnel. Snapchat, il faut que ça se passe bien parce que tout le monde a intérêt, tout le monde veut que ça se passe bien, il faut que ça se passe bien absolument. Alors, ce sera la plus grosse introduction en bourse depuis Facebook peut-être, il faut le rappeler. Il faut que ça se passe bien, mais d'un autre côté, je ne mettrai pas, je dirais que c'est pas, ça ne reflète pas l'ensemble des valeurs des grands leaders technologiques. Je suis d'accord avec la nuance sur Amazon. Maintenant, au-delà de Snapchat, je pense qu'il faut distinguer les technologies qui ont déjà un business model qui est établi et très rentable, comme Google, Facebook, Apple, et des technologies qui aujourd'hui cherchent leur business model. Et c'est typiquement le cas de Snapchat, c'est le cas aussi de Twitter. Ah oui, toujours. Voilà. 3 ans ou 4 ans après son introduction. Voilà, on voit que ces sociétés ont réussi finalement à fédérer des utilisateurs, sans aucun doute, mais que pour l'instant, elles n'ont pas réussi à monétiser cette communauté d'utilisateurs. Alors donc ce sont des sociétés qui éventuellement peuvent intéresser un acquéreur potentiel, mais à des valorisations qui sont probablement beaucoup plus raisonnables. Donc aujourd'hui, je pense que ça ne reflète pas aujourd'hui la valeur qui est créée par des Facebook, par des Google et des Apple. Amazon, c'est vrai que en réalité, c'est plus une histoire de croissance et de business model dominant dans le futur qu'une histoire de valorisation. Donc c'est quelque chose qui est différent. Mais aujourd'hui, ce que je dis tout simplement, c'est que dans un portefeuille diversifié, ces valeurs, disons le Nasdaq 100 est quelque chose, un actif incontournable. On va marquer une pause, messieurs. Vivre ensemble la fin de séance sur les marchés européens. Pour l'instant, 7,05% à Paris. Grosso modo, c'est la tendance un peu partout en Europe. Le Stock 600, 7,04%. L'Eurostock 50, moins 0,4% également. Le CAC qui bataille pour préserver les 4900 points. On est autour de ce niveau symbolique ce soir et on aura la clôture définitive dans quelques minutes. À tout de suite.
Fin de séance sur les marchés européens. On aura la clôture définitive du CAC 40 dans quelques secondes, quelques minutes à peine. On aura une clôture négative. Ce soir, on marque une pause après 6 séances consécutives de hausse pour les actions européennes qui ont renoué avec leur niveau de décembre 2015, un petit peu en dessous donc désormais. Mais hier, on était sur une clôture au-delà de 4900 points pour le CAC. On verra si on tient ce niveau encore ce soir. En tout cas, on recule pour l'instant de 0,6%. 4896 points précisément pour le CAC 40 avant la clôture définitive. On a parlé des quelques dossiers qui font l'actualité. On pourra dire un mot d'Air France qui a été une des vedettes du jour, qui a fortement rebondi sur sa publication, plus 13% quasiment à l'arrivée ce soir. L'envolée du titre MND, là aussi on pourra en parler dans un instant avec un contrat historique pour la construction clé en main d'une station de ski en Chine. Le titre bondit de 90%, donc capitalisation quasiment doublée sur la séance. Et puis les blue chips françaises, Capgemini donc en vedette ce soir, plus 3% après ses résultats et ses perspectives. Et puis Schneider, des perspectives qui n'excitent pas vraiment le marché, on peut le dire. Schneider qui met en avant la hausse du coût des matières premières. Le titre Schneider recule de 4% ce soir. On avait la publication de Valeo également. Rien à dire sur la publication. Un titre qui est peut-être déjà correctement valorisé. C'est ce que semblent penser certains investisseurs. Le titre Valeo recule de 2% cet après-midi. Voilà pour le panorama de cette fin de séance. On en parle avec nos invités, avec nous jusqu'à 18h. Jean-Jacques Oana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management. Eric Lewin, rédacteur en chef aux publications Agora. Et on va retrouver par téléphone David Bottin, analyste chez GKFX à Paris. David, fin de séance négative sur les indices européens, mais vous nous disiez tout à l'heure, on reste dans une logique haussière. Tout ça n'est pas remis en cause par cette séance aujourd'hui. Alors tout ça n'est pas remis en cause effectivement pour le moment. On a encore, je dirais, des zones de support intéressantes qui pourraient maintenir le biais haussier sur les indices boursiers européens. Donc la séance est finie au niveau des indices, mais là c'est intéressant. On a Donald Trump qui vient d'annoncer une conférence assez surprise de dernière minute qui doit se tenir à 18h. Donc là on voit que l'euro-dollar est stationné sur les 1,0670. Je pense qu'on ne va plus bouger sur la prochaine demi-heure dans l'attente de savoir ce que Trump va nous dévoiler. Donc on va peut-être avoir un regain de volatilité là ici sur cette fin de journée en vue de son discours. On est assez patient là ici de voir ce qu'il va nous dire. Mais effectivement, globalement sur le CAC, on est en train de chercher là ici si on va rebondir sur 4900 ou renforcer le support en direction de 4870. On reste globalement patient. On maintient la même analyse d'un point de vue du DAX sur 11750. En cas de rebond, on ira chercher 11800. Si on casse, on attendra la réaction sur 11700, le niveau psychologique. Mais c'est véritablement sur les actifs plus enclins au risque et aux valeurs refuges que l'on va trouver de la volatilité. On le disait tout à l'heure, l'or $1240 l'once en direction des 1250, c'est quand même assez volatile depuis peu de temps. Et la monnaie nippone qui prend du terrain aussi également face à de nombreuses devises au cours actuel. Un mot, Jean-Jacques, de l'once d'or, effectivement, parce que tranquillement, sereinement, il fait son petit parcours, l'or, depuis le début de l'année. On est à peut-être plus 7% désormais. Absolument. Et cela, c'est vraiment un signe d'aversion au risque aujourd'hui, de protection dans les portefeuilles, parce qu'à l'inverse de ça, on regarde beaucoup le VIX, les indices de volatilité qui sont aussi le niveau de protection qu'on est prêt à avoir dans les portefeuilles. Et aujourd'hui, la vision pas cher de l'or est assez caricaturale, parce qu'on dit souvent que c'est la valeur refuge. Ouais. Et je dirais pas totalement. C'est-à-dire qu'on a une aversion politique à Trump. Cette aversion politique aujourd'hui ne se traduit pas sur les indices boursiers, mais a une traduction sur les marchés de change. Et l'actif qui traduit le mieux cette aversion vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de la politique, de l'incertitude Trump, donc de l'incertitude aussi bien de politique fiscale, de politique monétaire, sur tous les points de vue, sur tous les aspects, c'est l'or, donc la hausse de l'or. La baisse du dollar, finalement, n'est que le miroir de cette hausse de l'or. Et donc, pour l'instant, cette aversion ne se traduit pas de façon globale. C'est un peu comme dans la zone euro, où l'aversion se traduit sur les spreads de taux, mais pas sur les indices boursiers. Donc aujourd'hui, voilà, l'or, c'est la protection contre Trump, pour dire les choses un peu Trump va parler, on a l'euro-dollar qui augmente légèrement. Effectivement, Trump, donc, qui va tenir cette conférence de presse dans une demi-heure maintenant et qui promet, qui va annoncer, c'est ce qu'il nous dit, il va annoncer la nomination d'un nouveau ministre du Travail. Il promet que c'est une star, une personne fabuleuse, puisque je vous rappelle que son secrétaire au travail a dû se retirer avant même d'accéder à son bureau. Donc voilà,
nouveau personnage au sein du gouvernement de Donald Trump, au sein de la nouvelle administration américaine qui sera dévoilée tout à l'heure. Sabrina, on vous retrouve d'ailleurs sur place au Nasdaq. Alors juste d'un mot quand même, marquons la clôture définitive du CAC ce soir. Moins 0,5%, on rate les 4900 points ce soir, 4899 points précisément. Donc séance de respiration pour les indices européens. Toujours quelques indices qui évoluent à contre-tendance. C'est le cas de l'Italie, alors qui peut baisser quand nous on monte, mais là à l'inverse qui monte quand nous on baisse un peu aujourd'hui. Donc le marché italien légèrement positif à l'arrivée. Le DAX à Francfort recule de 0,3% et le CAC donc en baisse de 0,5%, juste sous les 4900 points. Sabrina, on vous retrouve à New York, au Nasdaq. Qu'en est-il de la tendance légèrement négative à ce que je vois? Oui, légèrement négatif. Ça s'est accéléré à l'annonce de cette conférence de presse qui n'était pas prévue et des indices qui sont désormais donc sur une baisse. Alors après 5 séances de record en clôture sur les 3 indices américains, on a un indice Dow Jones qui pour le moment est à 20 587 points. Le rouge, le jour où Donald Trump ce matin a envoyé un tweet pour parler justement de la belle performance de ces marchés financiers de Wall Street. Un super niveau de confiance et d'optimisme à Wall Street, soulignait ce matin Donald Trump. On verra donc ce que cela donnera à la clôture. En tout cas, cette séance, outre ce qui se passe du côté de la Maison Blanche, est marquée par toute une série encore aujourd'hui de statistiques. On retiendra notamment le Philly Fed qui est ressorti un plus haut depuis 1984. On a des détails concernant l'introduction en bourse de Snap, la maison mère de Snapchat, qui devrait se faire début mars avec une fourchette comprise entre 14 et 16 $. On a encore pas mal de résultats d'entreprises dans différents secteurs, la restauration rapide, Wendy's, des chiffres mitigés, une annonce de rachat d'actions et d'une augmentation de son dividende. Dans les médias, on a Time qui rate le consensus, à l'inverse CBS, chaîne de télé qui fait mieux que prévu. Puis on a TripAdvisor ou encore Avon dans les cosmétiques qui publie des résultats inférieurs aux attentes et une tendance donc pour le moment à la mi-journée légèrement négative en attendant bien sûr cette conférence de presse de Donald Trump. Le Dow Jones à 20 587 points, le S&P 500 perd 0,3%, une baisse également de 0,3% Grégoire pour l'indice Nasdaq. Merci beaucoup Sabrina, à tout à l'heure. Évidemment, on est avec vous, branchés sur Wall Street jusqu'à la clôture ce soir à 22h en direct sur BFM Business. Revenons sur notre actualité à nous en Europe. Le CAC, je vous rappelle, à moins 0,5% à l'arrivée ce soir, 4899 points. Vous êtes avec nous, Eric Lewin, Jean-Jacques Ohana. Eric, on a parlé de Capgemini avec vous, Schneider, on a parlé de Valeo. Parlons un peu d'Air France, parce que c'est quand même la vedette du jour. Alors pas au sein du CAC 40, évidemment, Air France n'y est plus, mais au sein du SBF 120, plus 12,6% pour Air France après la publication des résultats pour un titre qui était quand même là aussi, au tapis. On va c'est dire. l'exemple parfait du titre. Alors on dit là c'est génial, il remonte, sauf que sur un an, il fait moins 18. Hein. Ouais. Oui, Air France, bonne publication, 35% de hausse du résultat d'exploitation, c'est pas mal. Surtout un plan sur 2017 assez bon, avec des réductions de coûts unitaires de l'ordre de 1,5%, une augmentation des capacités de l'ordre de 3 à 3,5% pour essayer de reprendre des parts de marché sur le moyen et sur le long courrier. Moi ma seule interrogation sur Air France, c'est que je crois qu'il y a des discussions avec le personnel navigant qui doivent se terminer d'ici le 28 février. Moi, je trouve que ce dossier, c'est peut-être intéressant, mais il y a toujours un problème politique, un problème social. Il y a une grève qui vous tombe dessus, puis vous apprenez que ça a coûté 30 millions d'euros par jour à l'entreprise. Bref, moi, j'ai beaucoup de mal avec Air France. Alors, quand on regarde, je vais vous donner un chiffre, ne me tapez pas sur les doigts, mais la valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT, on est sur des niveaux de 6. On n'est pas très cher. C'est pas cher du tout. Maintenant, il y a ce risque off, comme dirait Jean-Jacques dessus, avec le risque politique qui fait que moi, j'ai beaucoup de mal à aller sur ce dossier parce que il y a soit les pilotes, soit les navigants, soit les stewards, soit les personnels au sol. C'est assez compliqué le modèle social d'Air France. Et plus 13% sur une publication, alors vous avez donné les quelques chiffres effectivement de la publication, mais c'est parce que la publication est très bonne par rapport à ce qu'on attendait, ou est-ce que ça fait partie aussi de ces titres qui sont très shortés, comme on dit, très vendus, et qu'il y a des rachats qui font que, oui, la hausse paraît spectaculaire comme ça, impressionne par rapport à la... Alors, meilleur que prévu en termes de résultats. Oui. 2017, des annonces qui font du bien, et je crois qu'il y a un contrat avec la Chine, je crois qu'ils sont en discussion avec des compagnies aériennes chinoises pour trouver des accords, et ça plaît bien au marché. Bon, Air France KLM, la vedette du jour, en tout cas aujourd'hui sur cette séance, plus 13%, et puis je voulais qu'on dise un mot, alors là on descend encore en termes de capitalisation, puisqu'on est à 50-55 millions d'euros de capitalisation pour MND, Montagne, Neige et Développement, qui s'est introduite en bourse en octobre 2013, je crois, qui a eu d'ailleurs un parcours boursier très compliqué depuis, mais là, sur la séance,
c'est impressionnant. Hein. Enfin, plus 92%, on est sur une petite valeur, mais quand même plus 92%, c'est spectaculaire. Écoutez, Eric, contrat avec la Chine là. Alors, introduction en octobre 2013 à 6,08 €. Ouais. Après, que des profit warnings dans tous les sens. À tel point que je me rappelle sur votre plateau il y a 6 mois, j'avais dit franchement l'avenir de cette société me paraît très compromis. Bon, ça valait autour de 1,30, 1,50. Et puis là, gros contrat, ils vont faire une station clé en main en Chine. Je crois que c'est pas loin de Pékin. 110 millions d'euros, c'est un contrat de 3 ans. Très bonne nouvelle. Après, en termes de rentabilité, il faut voir ce qu'il y a. En fait, c'est ça. Ils n'ont jamais eu un problème commercial ou un problème de croissance parce qu'ils ont toujours engrangé des commandes, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de restauration de la marge, un problème de rentabilité. Il faut voir ces commandes. Il faut voir en termes de rentabilité. Alors surtout, ce qui est exceptionnel, c'est que dans le monde des petites valeurs, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 millions d'euros, quand vous avez ce genre de nouvelles, d'abord, il n'y a pas de short sur ce genre de marché, mais quand vous avez ce genre de nouvelles, tout le monde se met sur cette valeur. Pour peu que le flottant ne soit pas élevé, on était quand même ce matin sur une capitalisation de 28 millions d'euros, elle a doublé dans la journée. Vous avez cet effet moutonnier hallucinant qui fait 100% de hausse. C'est dingue, hein. On n'a rien sur la rentabilité. Pour un contrat de 110 millions. Alors, 110 millions, oui, à l'échelle du groupe, c'est énorme, c'est un contrat historique, c'est un game changer. D'ici 2020 quand même. Hein. On se dit, oui, sur 3 ans, c'est ça. Mais 110 millions dans l'absolu. Non, ce qu'on se dit, c'est que derrière tout ça, ils vont peut-être être rachetés par des Chinois. Vous savez qu'il y a une offensive chinoise exceptionnelle en ce moment en France. On a vu dans le tourisme, on a vu dans les foncières avec Parev qui a été racheté par Fosun. Et on se dit que peut-être, du côté d'MND, il y aura peut-être un adossement avec un Chinois. Ça ouvre de belles perspectives au groupe. Là, ils ont un partenariat industriel, mais c'est une JV, ils restent propriétaires à 80% de l'entreprise. Donc c'est pas encore, mais bon, ils ont un partenaire. Mais ils sont déjà très présents en Chine. Donc bonne nouvelle. Maintenant, on est encore en dessous des 6,08 € parce que j'ai pas le cours de clôture, mais on clôture quand même encore à 4,60. La value 7 au plus haut, effectivement, je pense dans le sillage de l'introduction en bourse. En tout cas, en volée spectaculaire de MND aujourd'hui, plus 90%. Jean-Jacques, si on revient avec vous sur les grandes tendances de marché, on verra la clôture à Wall Street ce soir, mais juste pour le redire, peut-être pour les gens qui nous écoutent, un marché comme le marché américain, le plus gros marché du monde, qui enfonce des records historiques tous les jours, en séance, en clôture, pas juste sur un indice, mais sur 3, 4, 5 indices. C'est un signe de bonne santé, c'est un signe de surchauffe, c'est un signe d'euphorie. Comment on peut analyser ça? Alors clairement, c'est un signe de surchauffe aussi parce que c'est vrai que maintenant tout le monde peut constater que sur les marchés américains, ça se comporte bien, donc tout le monde détient la position. Peut-être que c'était un marché qui était sous-détenu. Et il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient négatifs sur le marché. Ouais. En début d'année en disant qu'on avait trop monté. Peut-être aussi des investisseurs qui étaient excessivement optimiste encore une fois, et j'en faisais partie, sur l'Europe. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché qui est mature. Donc je dirais que si on a la position, on la maintient, et puis on peut peut-être la travailler, c'est-à-dire commencer à prendre des profits sur ces niveaux. Mais je dirais qu'on conserve cette position. Mais c'est pas le moment de rentrer aujourd'hui si on n'est pas investi sur Wall Street. Voilà. Rentrer aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Exactement, ça n'a pas de sens. Donc c'est une position qu'on a plutôt tendance à gérer plutôt qu'une position qui est qu'on voudrait construire. C'est un marché qui est en risque aujourd'hui ou pas, Jean-Jacques? À mon sens, c'est un marché qui est mature. Maintenant, est-ce qu'il est en risque aujourd'hui? On ne voit pas de catalyseur particulier de la baisse. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un catalyseur, il faudrait que la dynamique, le momentum, comme on dit, le momentum de la génération de bénéfices commence à décroître. Alors qu'il commence à stagner. Oui, il est en train de reprendre. Alors que la dynamique est bonne. Donc il n'y a pas de catalyseur. Je veux bien qu'on anticipe une baisse, mais il faudrait expliquer. Alors, un catalyseur pourrait être une aversion plus importante à Trump. Oui, c'est ça. Voilà. Ou un problème politique imprévisible, voilà. Mais voilà. Donc sur les fondamentaux des entreprises ou de l'économie américaine. Les fondamentaux économiques mondiaux sont bons, les fondamentaux américains sont bons. La Fed ne se presse pas trop pour monter les taux. On a peut-être une hausse en mars, mais ça n'excite pas le marché. On voit très bien que le dollar n'augmente pas plus que ça, et que finalement l'aversion qu'il y a par rapport à la politique de Trump bénéficie plutôt aux valeurs américaines, et c'est assez paradoxal parce que le dollar ne monte pas tant que ça, tant qu'on pouvait l'attendre, et donc finalement on a un marché américain qui continue à se tenir, et à mon sens ça peut durer, et il faut se méfier des investisseurs qui aujourd'hui nous promettaient les pires choses sur les marchés américains, parce que force est de constater qu'aujourd'hui elles ne se réalisent pas.
pour l'instant, le marché américain est plutôt dans un fauteuil. Pas convaincu sur la croissance des profits des entreprises américaines, Eric ? Non. D'abord, alors pour moi, les deux écueils, c'est on a quand même acheté le marché américain la semaine dernière sur Trump qui disait baisse phénoménal des impôts. Bon, enfin, ça, on l'a acheté depuis l'élection. D'accord. Non, mais depuis la semaine dernière, c'est hallucinant. C'est comme si on vous dit vous allez être fortement augmenté, vous courez chez Ferrari, vous achetez une Ferrari sans savoir la hausse que vous allez avoir. Mais c'est déjà ce qu'on achetait déjà. D'accord. Depuis l'élection de Trump. Il ne faudrait pas qu'on soit déçu. Tout le monde attend une baisse du taux d'imposition de l'ordre de 35 à 15%. Si on n'avait pas cette baisse, une baisse moins importante, on pourrait être déçu. L'autre phénomène que je vois, c'est que du côté des PER, des ratios cours-bénéfices aux États-Unis, on est quand même un peu cher. Ça vaut quand même autour sur le S&P 500 entre 18 et 19, alors que sur l'Europe, ça vaut plutôt autour de 14. Donc moi, je serais plutôt... Enfin, des profits américains sur les trimestres écoulés de ce qu'on attend aujourd'hui, il n'y a pas de révision, au contraire, on révise plus. Il n'y a pas de révision. Quand on regarde par des profits à deux chiffres au T1. Bon. S'il faut faire un choix entre l'Europe et les États-Unis, je serais plus long d'action européenne que long d'action américaine. Malgré le risque politique en Europe. Pour moi, le risque politique aux États-Unis est aussi important. Parce que quand vous avez vu ce qui s'est passé, je ne parle pas du secrétaire d'État au travail, mais quand vous avez vu avec ce brave Flynn, le secrétaire d'État à la sécurité, qui est embourbé dans une histoire d'espionnage avec la Russie digne d'un roman de John le Carré, moi je me dis que comme Trump est imprévisible, on peut toujours avoir un problème politique. Alors je ne parle pas d'impeachment, on en a parlé avec Jean-Jacques avant l'émission. Je ne pense pas qu'il y ait un impeachment, des choses comme ça. Mais je pense que... Donc dans la balance pour vous, le risque politique est pas pris en compte aujourd'hui par les marchés américains, le risque politique américain, alors qu'il existe autant qu'en Europe. Je pense qu'il existe autant qu'en Europe. Mais qu'en Europe, on est plus inquiet parce qu'il y a de l'incertitude. Trump, on a de l'incertitude quant au personnage. En Europe, il y a de l'incertitude notamment avec Marine Le Pen qui monte et qui est proche des 30%. Il y a une incertitude qu'on n'a plus aux États-Unis, c'est qu'on sait que c'est Trump. Maintenant, que le personnage soit imprévisible, c'est une chose, mais il a été élu. Nous, on a encore les élections à venir. Maintenant, on n'a pas encore les futurs gouvernements et les futurs chefs d'État qui dirigeront les pays européens. À ceux qui ne veulent plus de Donald Trump, il faut dire que le vice-président Mike Pence, qui serait amené à le remplacer au cas où, est quand même un chrétien conservateur avec des valeurs aussi extrêmement, je dis bien, je pèse mes mots, extrêmement à droite. Donc je ne sais pas si on serait mieux servi par M. Mike Pence que par M. Donald Trump. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir. Moins 0,5%, 4899 points pour le CAC. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités, Jean-Jacques Oana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management, Eric Lewin, rédacteur en chef et responsable de la partie action, publication Agora. Un mot peut-être des dossiers chauds du moment, enfin ce que j'appelle les dossiers chauds sur la thématique fusion-acquisition. General Motors, Peugeot, avec les dernières informations qu'on a à l'instant en provenance de Bercy, même d'Allemagne, puisque c'est le ministre de l'économie allemand qui dit avoir discuté avec les dirigeants de PSA et de GM, qui étaient donc en Allemagne effectivement depuis hier, qui s'attend à ce qu'il y ait un accord portant sur le rachat d'Opel par PSA, le ministre de l'économie, qui a donc rencontré les managers, les top managers et les patrons de General Motors et de PSA, et qui prédit donc un accord pour le rachat d'Opel. Bonne idée, mauvaise idée pour Peugeot? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette galère? Ou au contraire, oui, enfin ils vont accéder à une taille critique qui leur permettra de revenir dans la course par rapport à d'autres groupes plus consolidés, plus construits aujourd'hui. Comment vous regardez cette opération à venir? Industriellement, Opel, Vauxhall, Grande-Bretagne, Allemagne, donc complémentarité avec Peugeot, France, Europe du Sud. Maintenant, c'est quand même une branche qui est ultra déficitaire. Je crois depuis 15 ans. Je crois qu'ils ont perdu, j'ai le chiffre, je crois qu'ils ont perdu General Motors 15 milliards d'euros en 15 ans et encore 257 millions l'an dernier. Donc le problème, c'est qu'il risque d'y avoir de la casse sociale. Déjà du côté de Luton, où il y a l'usine Vauxhall, qui est Opel. En fait, Vauxhall, c'est une Opel avec une conduite à droite. Déjà, il y a de la grogne parce qu'on a peur de la casse sociale. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, c'est la même chose. On est quand même énormément sur le terrain politique. Alors, Carlos Tavares, il a conscience de... Non, mais j'essaye de comprendre, parce que Carlos Tavares, il sait tout ça. Opel, ça fait 15 ans qu'ils essayent de restructurer en Europe, ils y sont jamais arrivés, ils ont jamais gagné un euro en Europe. Ford, ça a été hyper compliqué aussi, ils ont tous un problème avec l'Europe, ces Américains. Il le sait, Carlos Tavares. Il sait très bien que ça va être compliqué en Allemagne. Je pense que si vous très bien qu'avec le Brexit et la Grande-Bretagne, ça va être compliqué. En plus, le marché anglais est attendu en baisse de 10%. Je pense qu'il attend des complémentarités industrielles. C'est-à-dire je pense qu'il raisonne en termes de gains de part de marché avant de raisonner
raisonner en termes de gains de rentabilité. On est dans la première phase. Mais Donc après, d'abord je prends du marché, je deviens numéro 2 en Europe, grosso modo. je deviens numéro 2 en Europe, et après je rationalise. Voilà, exactement. Je pense que c'est le constat qu'il doit avoir. D'ailleurs, les marchés n'ont pas fait grand-chose sur cette nouvelle. On a dû gagner 2-3% depuis cette annonce. Ça fait un peu pchit depuis, oui. Ça fait un peu pchit. Donc attendons de voir. Moi, ce qui m'embête, c'est que quand il y a le terrain politique qui vient jouer, c'est-à-dire qu'avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, le gouvernement français va sans doute s'en mêler. Tout le monde va s'en mêler. Est-ce que, alors je sais pas, dans quel sens ça peut jouer le calendrier politique? Est-ce que il se dit Carlos Tavares, tiens, ça tombe bien, ils sont tous divisés à se tirer dans les pattes parce qu'ils ont tous leurs échéances domestiques électorales. C'est peut-être le moment d'aller enfoncer des coins et d'aller jouer cette confrontation avec une classe politique un peu divisée, ou en tout cas qui est en tension avant des élections en France, en Allemagne, et puis le Brexit au Royaume-Uni. Ou est-ce que ça peut jouer en sens inverse? Je crois qu'en Allemagne, encore plus les relations. Je crois qu'Opel en Allemagne, c'est quand même 16 800 personnes. Oui. Donc Merkel, qui veut jouer sa réélection avec un Schulz qui monte dans les sondages, elle va vouloir gérer le dossier. Donc c'est quand même, je pense que il va y avoir un contentement social. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous achetez Opel, mais vous ne licenciez pas. Donc je pense que les premières années, il y aura peu de synergie parce qu'on ne pourra pas faire de synergie sur le facteur travail. On en fera peut-être sur le facteur capital avec une augmentation de la productivité. Mais attendons de voir, mais je suis pas excessivement serein sur les 2 prochaines années en termes de synergie. Bon, intéressant. Enfin, comment vous regardez ce dossier, cette industrie automobile, avec un marché européen, rappelons-le, qui s'est très bien repris depuis 2-3 ans. On avait encore les chiffres, plus 10% pour commencer l'année sur les ventes automobiles en Europe et sur les plus gros marchés allemands, français, espagnols. Et là, on se pose la question, est-ce qu'ils sont pas en train de mener une opération en haut de cycle, à un moment où le marché européen a retrouvé son haut de cycle, Jean-Jacques? Ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique de l'opération. C'est-à-dire que à une heure, à un moment où l'on parle de désintégration de la zone euro, on nourrit les plus forts doutes sur la soutenabilité européenne. Au moment du Brexit, ici, on a une opération quand même qui arrive finalement à conjuguer, à mettre en relation les pays du sud de l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et donc, en fait, ça me paraît être porteur d'espoir, quelque part, sur des projets européens qui peuvent être au moins réalisés au niveau du business, si ce n'est au niveau politique. Donc, souhaitons que finalement on puisse passer du business à quelque chose, des politiques plus coopératives au niveau politique, qui, force est de le constater, n'ont pas vu le jour depuis 5 ans. Bon, dossier qui évidemment s'est très vite politisé. Pour la partie française, Bercy, qui avait déjà réagi hier ou avant-hier, a tout de suite soutenu la stratégie de Carlos Tavares en allant chercher la taille critique sur ce marché européen notamment. Et puis la partie allemande, alors on aura sans doute plus de précisions sur les discussions qui ont eu lieu entre les politiques allemands, les syndicats, on imagine évidemment représentés chez Opel, et puis les dirigeants de PSA et de General Motors. Mais encore une fois, je vous rappelle, l'info de ce soir, c'est le ministre de l'économie allemand qui le dit ce soir, après avoir discuté avec les dirigeants des entreprises concernées, et qui s'attend à ce qu'il y ait un accord portant sur le rachat d'Opel par PSA, Peugeot, Citroën. Messieurs, petit détour pour finir cette émission par Wall Street. Sabrina, on vous retrouve sur place dans l'attente du discours de Donald Trump, discours surprise, enfin conférence de presse surprise parce qu'elle n'était pas prévue, mais évidemment il tient des conférences de presse quand il veut, Donald Trump, pour annoncer visiblement son nouveau secrétaire d'État au travail après le retrait du précédent qui avait été son premier choix. Effectivement, il s'agirait d'Alexander Acosta, selon NBC News. La conférence de presse était prévue dans 4 minutes. Là, finalement, ce sera dans une demi-heure. On surveillera bien sûr ce rendez-vous dans un marché qui est négatif. On recule légèrement sur l'indice Dow Jones après avoir touché un nouveau record ce matin. 20 598 points pour le moment sur l'indice Dow Jones. Le S&P 500 de son côté perd 0,2%. Le Nasdaq affiche une baisse de 0,2%. On est loin des plus bas niveaux de la séance. On se reprend un tout petit peu sur les 3 indices américains, même si on reste dans le rouge, dans une séance marquée donc outre tout ce qui se passe du côté de la Maison Blanche, des statistiques avec notamment ce Philly Fed, l'indice qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui est ressorti un plus haut depuis 1984. On a eu des chiffres de l'emploi hebdo, on reste sous cette barre des 300 000, ce qui montre bien que l'on est toujours sur une tendance solide de ce côté-là. Les mises en chantier léger repli, une hausse des permis de construire en revanche sur le mois de
de janvier. On parle beaucoup aussi bien sûr de l'IPO de Snap, la maison mère de Snapchat, avec cette fourchette qui a été fixée entre 14 et 16 dollars, une valorisation donc comprise entre 19,5 et 22,2 milliards de dollars. Il s'agira de la plus grosse IPO depuis Alibaba. C'était en 2014, une introduction en bourse qui devrait se faire sur la première semaine de mars. Beaucoup de résultats également encore aujourd'hui. Wendy's, des chiffres mitigés, un programme de rachat d'actions annoncé, une hausse de son dividende. Time dans les médias rate le consensus. En revanche, CBS, la chaîne de télé, de son côté fait mieux que prévu. Puis on a eu d'autres publications dans les secteurs variés, Avon, dans les cosmétiques ou encore TripAdvisor, qui sont de leur côté, ont raté le consensus sur le trimestre écoulé dans une tendance donc légèrement négative. Le Dow Jones pour le moment à 20 598 points. On garde un œil bien sûr sur la Maison Blanche en attendant donc cette conférence de presse avec Alexander donc Acosta qui devrait être le secrétaire au travail. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous. La clôture de Wall Street à 22h en direct chaque soir sur BFM Business. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Jean-Jacques Coana, directeur des investissements d'ICAP Asset Management, Eric Lewin, rédacteur en chef et responsable de la partie action aux publications Agora. Je vous rappelle la clôture ce soir à Paris, moins 0,5% pour le CAC, on respire après 6 séances de hausse consécutives et on clôture juste sous les 4900 points. Bientôt 18h, très bon début de soirée sur BFM Business, on se retrouve demain après-midi dès 15h pour Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.